Bonjour à toutes et tous, on se retrouve aujourd'hui pour le Smart and Strong podcast épisode 12 et aujourd'hui on va parler de la prévalence et des facteurs de risque de blessure en powerlifting. Alors pour ceux qui ne le sauraient pas, ça a été le sujet de mon master en kinésithérapie. J'ai décidé de traiter de ce sujet qui me tenait vraiment à cœur à l'époque. J'étais coach, j'avais déjà commencé le coaching. En tant qu'étudiant en kiné, j'entendais énormément de choses sur les blessures, notamment le risque de blessure en powerlifting. Et en tant qu'athlète, voilà, je souhaitais aussi limiter ce risque de blessure. Et c'est pourquoi j'ai décidé d'avoir cette approche-là. Alors, ça a été une pratique ça a été un sujet qui a été très très intéressant pour moi, qui m'a beaucoup aidé, que ce soit dans ma pratique en tant qu'athlète, mais aussi en tant que coach. Alors en tant que kiné, ça me permet aussi parfois m'adresser à certains powerlifters et de pouvoir les rassurer, de pouvoir avoir une approche qui soit surtout centrée sur l'éducation aussi, sur les risques qu'ils encourent, sur le type de blessure qui va être le plus représenté. Et du coup, je trouve que ça a vraiment une approche la plupart du temps qui est positive. Du coup, ça m'a été d'une grande utilité. Et aujourd'hui, j'ai décidé de partager tout cela avec toi. Alors, avant de parler des risques, cela dit, le powerlifting est un sport qui est en pleine croissance. Et je remarque en tout cas, beaucoup de personnes ont tendance à dire du mal de cette pratique, à dire qu'on va se blesser ou quoi que ce soit, mais on oublie qu'en fin de compte, le powerlifting, c'est une forme de strength training, et que le strength training est connu pour avoir des effets très positifs, notamment sur la santé et également sur la performance sportive. Et du coup, ici, ce que je vais faire, c'est de présenter quelques petites informations. Sache juste, quand je vais partager ces informations, ces données, je ne vais pas chaque fois présenter les auteurs ou les articles tels qu'ils ont été, tels que je pourrais les citer, mais je t'encourage directement en fait à aller dans la description de ce podcast pour retrouver un lien pour accéder au mémoire. Alors, il faut savoir que ce mémoire, c'est un mémoire. C'est-à-dire que par définition, il n'est pas passé par le processus de peer reviewing, c'est-à-dire qu'en fait, c'est juste un travail étudiant, il n'a pas été validé, corrigé par d'autres scientifiques, et du coup, en fait, tu dois le prendre tel quel. Ce n'est pas un article scientifique, il n'a pas forcément la qualité d'un article scientifique, même si j'ai essayé de faire en sorte que ce soit le plus qualitatif possible. Ça va, ça je souhaitais quand même le dire. Mais si tu as des commentaires à formuler, si tu estimes que ça a été un bon travail, n'hésite pas à me le dire, je serais très content de l'entendre. Mais si tu as aussi des petits commentaires, des remarques à formuler, je serais aussi tout à fait content de les entendre. Je sais que depuis que je l'ai lu et que je l'ai écrit il y a presque 2 ans, j'aurais formulé certaines choses différemment, mon interprétation de certaines études et de certaines données a changé. J'ai parfois nuancé un peu mes propos, je suis parfois plus toujours en accord avec certaines choses que j'aurais pu écrire ou présenter, mais ça, voilà. Seuls les idiots ne changent pas d'avis, et moi aussi j'ai changé d'avis sur certaines données qui sont présentées dans ce travail. Mais voilà, je souhaitais juste présenter ça dans ce petit préambule. Et moi, ce que je te propose ici, ça va tout simplement être de découvrir quelques bienfaits du strength training. Alors, parmi les effets connus, on parle souvent en fait de l'augmentation de la densité minérale osseuse et du contenu minéral osseux. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui nous permet de lutter contre l'ostéoporose. Et du coup, c'est vraiment pour ça que c'est une des recommandations principales de charge chez les patients qui souffriraient d'ostéoporose ou d'une perte ou d'une ostéopénie en fin de compte. Et donc, c'est vraiment intéressant chez les personnes âgées, pour d'autres raisons aussi. Euh, les astronautes, en fait, vont couramment réaliser du strength training même dans l'espace pour, en fait, induire ce qu'on appelle vulgairement une mécanotransduction. En fait, cette mécanotransduction, elle va permettre au calcium de se fixer sur l'os. Du coup, ça, c'est vraiment quelque chose d'assez important. Donc, un stimulus mécanique qui va permettre, du coup, la fixation du calcium sur l'os et, du coup, d'améliorer, si vous voulez, la dureté de cet os pour le présenter vraiment vulgairement et succinctement. On sait aussi également que ça va avoir des effets positifs sur le muscle, qu'on va augmenter la masse musculaire, qu'on va augmenter la force, mais ça c'est tout à fait connu. On sait également que ça va avoir un effet positif sur le cartilage, que ça va favoriser le nourrissage et du coup l'entretien du cartilage, mais aussi la croissance de celui-ci. On sait que ça va améliorer la capacité du tendon. Du coup, en fait, on va le rendre plus épais, on va le rendre plus fort, plus résilient. Et ça, ce sont souvent les, euh, les bienfaits qui sont mis en avant. Il en existe plein d'autres, tels que en fait, le fait que ça améliore les symptômes de la dépression. Donc, en fait, ça nous permet de lutter d'une certaine manière contre la dépression. Mais ça, c'est lié aussi au fait que ce soit une activité physique. La plupart des activités physiques vont être
très intéressantes dans le management, dans la gestion en tout cas de certaines pathologies ou de maladies mentales telles que la dépression. Donc c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Alors je sais que c'est pas forcément simple, mais c'est des options thérapeutiques dont on peut discuter avec les médecins. Ça va aussi avoir un effet positif dans la lutte contre le cancer, surtout dans le fait pour limiter la perte de masse osseuse et de masse musculaire, qui vont quand même avoir un meilleur pronostic pour la récupération, donc pour après. Donc ça, c'est quand même très intéressant. C'est aussi une activité qu'on recommande, en tout cas dès que c'est possible, lorsqu'on est en traitement pour le cancer. Ça va aussi avoir un effet très positif sur tout ce qui va être les maladies métaboliques. Donc en fait, du coup, syndrome métabolique par excellence, ça va nous permettre de mieux contrôler parfois la glycémie, tout ce qui va avoir lieu à l'insulinorésistance aussi. En fait, c'est vraiment un exercice de choix dans la lutte contre le diabète. Donc, ça, c'est vraiment des choses qui sont intéressantes, mais également pour lutter aussi contre les maladies cardiovasculaires, parce que on se rend compte que ça a aussi un effet d'entraînement sur le cœur. On peut aussi développer ses capacités cardiovasculaires en s'entraînant aussi en musculation. Ça va avoir un effet positif sur tous les symptômes de la démence. Ça va favoriser aussi euh, la, la- ça va favoriser aussi l'oxygénation du cerveau, le relargage de facteurs neurotrophiques. Du coup, en fait, on va favoriser aussi la neurogenèse et l'exercice physique, l'oxygénation, en tout cas du système nerveux central. Du coup, ça va vraiment avoir un effet positif, mais ça va aussi permettre d'améliorer le sommeil. Tout cela, à cela vient s'ajouter aussi les bienfaits dans différents sports. On sait que le strength training va avoir une efficacité pour améliorer la performance dans divers sports tels que l'aviron, la natation, la course d'endurance et également sur en fait le développement à long terme des jeunes athlètes. Et du coup, ça a beaucoup d'intérêt. Malgré le fait que ce soit une pratique en pleine croissance, qui a énormément de bienfaits, euh, en tant qu'athlète, en tant que coach, même en tant que kiné, j'ai vraiment voulu faire ce mémoire parce qu'en fait j'en avais presque marre, mais enfin je vais pas dire presque marre, j'en avais vraiment marre d'entendre sans arrêt des fausses idées, des fausses croyances, enfin en tout cas ce que je pensais des fausses croyances, des fausses idées ou même des préconceptions sur le powerlifting. Parmi celles-ci, on citait souvent que c'était une pratique dangereuse, que le deadlift c'est pour se faire mal au dos, que les squats en amplitude complète c'est dangereux pour les genoux, que soulever lourd n'est pas bon pour les articulations et que les enfants ne devraient pas soulever de charge. Et ça c'est vraiment des trucs que j'entendais à répétition et je suis pas certain que ce soit le cas. Et du coup, dans une volonté de vraiment démontrer que ce n'était pas le cas, de parfois pouvoir venir avec des sources, des références, et pouvoir se dire, bah, en fait, je suis pas d'accord avec toi pour telle et telle raison, bah, j'ai décidé d'orienter plutôt mon mémoire dans cette direction-là. Donc, j'ai voulu déterminer si le powerlifting est en effet une pratique dangereuse, et en fin de compte, si c'est une pratique dangereuse, quels sont les facteurs de risque de blessure dans ce sport. Et ça, du coup, ça a vraiment été l'objectif à travers ce mémoire. Pour ce faire, ce que j'ai fait, c'est que j'ai réalisé une revue de la littérature. Du coup, j'ai essayé de collecter un maximum d'articles et de les analyser. Pour ce faire, je suis passé à travers, je me suis basé sur différentes bases de données, telles que PubMed, SportDiscus, Science Direct. J'ai également interrogé Google Scholar, qui est plutôt un moteur de recherche plutôt qu'une base de données. Et alors, je me suis basé sur différents critères d'inclusion, de non-inclusion et d'exclusion. Ça, je t'invite à aller les lire si ça t'intéresse. Dans le lien qui te renverra vers le travail, c'est quelque chose d'un petit peu barbant et je pense que tout le monde n'est pas intéressé par ça. Et du coup, autant aller à l'essentiel. Je tiens quand même à dire que c'est un travail de recherche, de lecture et de collecte de données qui a été réalisé par une seule et même personne, en l'occurrence moi. Et du coup, ben, ça pourrait être sujet à quelques biais. J'aurais pu manquer aussi certaines informations qui sont tout à fait pertinentes. Il faut aussi savoir que c'est un travail qui a été réalisé en 2022. Depuis, d'autres données ont été collectées. Et du coup, ben, j'essaye aussi de les intégrer dans ma pratique, dans mes connaissances. Mais ici, c'est vraiment pour te présenter le mémoire. Et du coup, certaines informations pourraient depuis avoir changé. Je n'en ai pas forcément connaissance. Et voilà, prenons ça pour argent comptant, mais juste je te présente moi ce que j'ai découvert à ce moment-là. Ça va avec les billets, avec les potentielles erreurs en tant qu'étudiant que j'ai pu commettre. Et voilà, il faut savoir aussi que j'ai pu changer d'avis sur certaines choses. J'ai essayé d'améliorer un petit peu mon, ma, ma vision un petit peu de tout cela et surtout de faire en sorte d'être un peu plus, d'avoir une plus grande rigueur scientifique que depuis lors. Alors, juste pour te présenter un petit peu les résultats, au travers de l'interrogation, à travers ces différentes bases de données, j'ai pu identifier un total de 1861 articles. Une fois que j'ai exclu tous les doublons,
Une fois que j'ai exclu tous les articles qui n'étaient pas pertinents sur base du titre et de l'abstrait, une fois que j'ai pas pu obtenir le texte en intégralité, je les ai obtenus, ce qui m'a laissé environ 40 articles. Au niveau de ces 40 articles, j'ai refait une analyse, j'en ai exclu 15 après une lecture du texte complet, tout simplement ce n'était pas pertinent. J'en ai exclu un car il n'était pas traduisible, ce qui fait que j'ai obtenu 24 articles auxquels j'ai pu ajouter 3 articles dont j'avais connaissance et qui sont révélés être pertinents, ce qui a fait qu'au total j'ai obtenu 27 articles pour ma revue de la littérature. Alors, parmi les résultats, durant lesquels on en discutera un peu plus tard, pour les expliquer, pour les interpréter, mais ici je vais vraiment te présenter quelques données qui sont tout à fait intéressantes et que j'ai trouvées vraiment pertinentes, et je pense que les partager avec toi, ça va te permettre d'être soit un athlète beaucoup plus informé, soit un coach qui pourra intégrer ces informations et en prendre bonne connaissance, ou alors un kiné qui pourra contribuer à informer les athlètes avec lesquels il travaille, surtout aussi parfois peut-être remettre en question ses propres billets, et ça je trouvais ça très intéressant. Du coup, commençons avec les résultats sur la prévalence et sur les types de blessures. Alors, on sait que les adultes, enfin les résultats rapportent que les adultes se blessent entre 1 et 4,4 fois par 1000 heures de pratique. On verra tout à l'heure, on mettra peut-être en comparaison ça face à d'autres sports et on pourra peut-être expliquer un petit peu si ce taux est relativement élevé ou pas. Ensuite, on voit que les enfants sont blessés entre 0,027 fois à 2,9 fois. Enfin, ils sont blessés entre 0,27 fois et 2,9 fois par 1000 heures de pratique. Donc le taux de blessure chez les enfants est plus faible que chez les adultes, ce qui est une information assez intéressante. On sait qu'on nous dit souvent que les enfants ne devraient pas soulever lourd, mais on remarque quand même que le taux de blessure est moins important que chez les adultes. Du coup, on pourrait déjà un petit peu questionner cette préconception-là et se dire qu'en fait, ça n'est peut-être pas totalement justifié. On remarque également qu'il y a des taux similaires de blessures chroniques et de blessures aiguës. Ainsi, les différentes études rapportent entre 20 et 75% de blessures aiguës contre 25 à 70% de blessures chroniques, ce qui est un taux relativement similaire. On remarque également que s'il n'y a pas beaucoup de blessures, donc entre 1 et 4,4 par 1000 heures de pratique, un nombre quand même important d'athlètes révèle être blessés au moment des collectes des données de différentes études. Donc entre 21 et 70% des athlètes étaient blessés au moment où certaines études se sont intéressées justement à cette blessure. Et une étude a rapporté que 87% des athlètes s'étaient blessés lors des 12 derniers mois. On remarque quand même même s'il n'y a pas énormément de blessures par athlète, beaucoup d'athlètes quand même rapportent avoir été blessés ou être blessés au moment où l'étude a été réalisée. Ce qui on pourrait quand même un petit peu s'interroger sur la pratique, ou en tout cas se dire qu'il y a probablement des améliorations au niveau des pratiques de coaching qui peuvent être réalisées. On remarque que les blessures les plus représentées sont les déchirures musculaires et les tendinopathies. Donc ça, c'est assez intéressant. Et ensuite, les régions les plus touchées, ce sont la région lombaire, avec une prévalence qui se situe entre 15,1 et 47,4% des blessures. Ensuite, on a l'épaule, qui elle se situe entre 9,8 et 53,1% des blessures. Et ensuite, on a le genou, qui se situe entre 21,1 et 39,2% de cas des blessures rapportées. Du coup, les trois régions les plus touchées sont la région lombaire, l'épaule et le genou. Donc ça, voilà, on a quelques informations qui sont, je trouve, assez pertinentes. Alors, une fois qu'on a identifié un petit peu la prévalence, qu'on se rend compte, ok, on obtient entre 1 et 4,4 blessures par 1000 heures de pratique en moyenne chez les adultes, quels sont les facteurs de risque que ces études rapportent? Alors, les résultats sont assez intéressants et un certain nombre d'athlètes rapportent qu'ils estiment qu'en fait une charge excessive pourrait être à l'origine de leurs blessures. D'autres études rapportent aussi que l'âge semblerait être un facteur de risque et donc en fait que les jeunes athlètes sont moins sujets aux blessures. Et concernant les athlètes master, les athlètes plus âgés, les résultats sont assez hétéroclites. C'est-à-dire qu'en fait, il y a certaines études qui rapportent que les athlètes master sont plus blessés, tandis que d'autres rapportent qu'ils sont moins blessés. Et du coup, voilà, on ne sait pas en fin de compte quel est le fin mot de l'histoire. D'autres études se sont intéressées au sexe en tant que facteur de risque. Alors une étude a rapporté que les femmes étaient moins blessées, une autre étude a rapporté que les femmes étaient plus blessées, et puis 3 études n'ont rapporté aucune différence du sexe sur le risque de blessure, donc pas d'impact du sexe sur le risque de blessure, et du coup, voilà, qu'en est-il?
Ensuite, un autre facteur de risque rapporté par un nombre d'études, c'est qu'en fait, beaucoup d'athlètes mentionnent qu'une mauvaise technique serait à l'origine de leurs blessures. Et deux revues, plutôt ici parfois narratives et parfois systématiques, se sont intéressées à ces facteurs de risque, ont quand même identifié la mauvaise technique comme étant un facteur de risque. D'autres études se sont intéressées au mouvement de squat, bench press et deadlift sur le risque de blessure. Alors, ce qu'on sait, c'est que par exemple pour le squat, une vitesse d'exécution trop rapide peut être à l'origine de mécanismes lésionnels, potentiellement de blessures. Cela dit, d'autres études se sont intéressées à la profondeur du squat et il ne semblerait pas que la descente plus bas augmente le risque de blessure. Ça, c'est quand même assez positif. On sait que par rapport au bench press, c'est un mouvement qui est à l'origine d'un nombre important de déchirures du grand pectoral. Entre 47 et 80% des déchirures du grand pectoral sont observées lors d'un mouvement de développé couché, ce qui veut dire que c'est quand même un mouvement qui semblerait mettre à haut risque relativement de déchirure le grand pectoral. Et d'autres études rapportent quand même que c'est l'activité la plus courante qui mène à une déchirure du grand pectoral, ce qui pourrait quand même euh, soulever plein de questions. Le deadlift mixte, la prise mixte, pardon, lors du deadlift semble elle aussi contribuer à un nombre important de blessures au niveau du biceps. Et lorsque des blessures sont observées au niveau du biceps lors du deadlift, il semblerait que dans 71% des cas, c'est lorsque on obtient une prise mixte. Du coup, ça pourrait être assez. Enfin voilà, la prise mixte semble constituer un risque de blessure au niveau du biceps lors du deadlift. On n'observe pas de relation entre le risque de blessure et les mouvements de squat et de deadlift. Du coup, en fait, pris isolément, le squat et le deadlift ne semblent pas augmenter le risque de blessure. Et ça, c'est quelque chose qui semble assez intéressant et du coup, qui est quand même, somme toute, assez encourageant. Alors, dans les autres facteurs de risque, on rapporte l'usage et la consommation de substances diverses, et notamment, pour moi la plus importante, c'est notamment tout ce qui va être les PEDs, les Performance Enhancing Drugs, et plus spécifiquement les stéroïdes anabolisants ou les agents anabolisants, tels qu'ils sont décrits dans la littérature. Alors, on remarque qu'un nombre important de blessures du grand pectoral se sont produites chez les utilisateurs de stéroïdes anabolisants, et ce pourcentage y varie. Il est entre 10,6% et 95,6% de ces blessures qui sont observées chez des utilisateurs de stéroïdes anabolisants. Du coup, il semblerait qu'en fait la prise concomitante de stéroïdes anabolisants et la réalisation du développé couché présentent un plus grand risque, notamment de déchirure au niveau du grand pectoral. Et d'autres études ont quand même rapporté que on observe un nombre notable de déchirures musculaires chez les utilisateurs de stéroïdes anabolisants. Pourrait contribuer, du coup, l'usage de stéroïdes anabolisants semblerait constituer un risque de blessure. On sait aussi, mais ça c'est rapporté dans différents sports, c'est que l'antibiothérapie, et notamment par fluoroquinolone, semble augmenter le risque de développer une rupture tendineuse ou une tendinopathie. Mais ça, c'est un risque qui est souvent connu et c'est quelque chose qu'on demande en général aux médecins de ne pas forcément prescrire de fluoroquinolone chez les sportifs, notamment les sportifs compétiteurs. Ensuite, on sait aussi que le régime alimentaire peut avoir un impact. Et ici, par exemple, certains auteurs se sont vraiment intéressés à la prise d'alcool. Et du coup, ils ont remarqué que les athlètes qui consommaient plus de 4 verres d'alcool, on ne sait pas malheureusement si c'est par jour ou par semaine, présentent plus de blessures au niveau de la région lombo-pelvienne, où s'associe la prise d'alcool, notamment excédant 4 verres 4 unités, pourrait être un facteur de risque de blessure au niveau de la région lombo-pelvienne. Alors, les autres facteurs identifiés, notamment lors de ces études de la revue de la littérature, il semblerait que notamment les étirements, la souplesse et la mobilité puissent être un facteur. Ainsi, 6% des athlètes pensent être blessés suite à un manque de souplesse. Cela dit, d'autres études ont montré quand même que les étirements ne diminuent pas le taux de blessure. Une autre étude a même rapporté qu'en fait, euh, la probabilité d'observer une blessure, elle augmente à mesure que le temps d'étirement est important ou augmente lui aussi. Donc les athlètes qui avaient par exemple plus de blessures étaient ceux qui passaient plus de temps à s'étirer avant l'entraînement.
Ça, c'est aussi une observation qui est relativement intéressante. Et alors, parmi les facteurs divers qui sont aussi rapportés par différentes études, il semblerait que le manque de supervision, notamment particulièrement chez les enfants, semble augmenter le risque de blessure. Du coup, s'entraîner seul ou s'entraîner dans un environnement non supervisé pourrait contribuer à augmenter le risque de blessure. Euh, une étude rapportait que le manque de concentration pourrait être à l'origine de blessures. Une étude a aussi rapporté qu'une fréquence d'entraînement plus importante pourrait augmenter l'occurrence des blessures. On verrait plus de blessures chez ceux qui s'entraînent potentiellement plus. Ce qui semble un petit peu logique. Si un athlète s'entraîne plus, a priori, il va accumuler plus facilement 1000 heures de pratique. Il va accumuler ces 1000 heures de pratique plus rapidement. Et en fait, il pourrait juste avoir, malgré une même prévalence, il pourrait juste se blesser plus régulièrement, juste parce qu'il s'entraîne plus, mais avoir à discuter. Il semblerait que l'utilisation de chaînes ou de résistance accommodative, telles que des chaînes ou des élastiques, puisse augmenter le risque de blessure. Et il semblerait également qu'un meilleur sommeil ou qu'un bon sommeil soit positivement corrélé avec avec un taux de blessure plus faible. Et ça, voilà, c'est un peu tous les facteurs qui ont été identifiés. Et je trouve ça assez intéressant. Cela dit, ce sont des informations brutes. Et alors, comment est-ce qu'elles, qu'est-ce qu'on peut en tirer et comment elles se comparent face à d'autres données, d'autres sports, ou par rapport à un éventail plus large de la littérature lorsqu'on va creuser un petit peu plus loin. Et là, c'est un petit peu là où on va rentrer dans l'aspect discussion. C'est vraiment l'aspect qui pour moi est le plus important et le plus intéressant. Alors, ici, on a vraiment vu l'aspect un peu factuel, je veux dire, purement sur les datas. Mais du coup, ici, quelle est l'interprétation et qu'est-ce que j'en fais? Alors ici, je vais comparer un petit peu le taux de blessure, la prévalence des blessures en powerlifting face à différents autres sports. Et donc, ici, par exemple, on se rappelait, le powerlifting était un sport avec un taux de blessure qui est compris entre 1 et 4,4 blessures par 1000 heures. Mais comment il se compare face à d'autres sports? Il faut savoir que, par exemple, le champion des sports avec un des taux de blessure les plus faibles, on va citer le golf. On observe là entre 0,36 et 0,6 blessures par 1000 heures de pratique. Puis on sait qu'en bodybuilding, ce taux est également excessivement bas. Il se situe entre 0,12 et 1 blessure par 1000 heures de pratique. Ensuite vient l'haltérophilie avec 2,4 heures à 3,3 blessures, entre 2,4 et 3,3 blessures par 1000 heures de pratique. Ensuite, on peut retrouver le powerlifting avec entre 1 et 4,4 blessures par 1000 heures de pratique. Ensuite, tout ce qui est CrossFit avec un taux qui est recensé autour de 3,24 blessures par 1000 heures de pratique. Le strongman, 5,5. Le volley, ça c'est assez intéressant, qui pour moi me semble être un sport avec un taux de blessure assez faible, mais qui est situé entre 1,7 et 10,7. Je pense que c'est dépendant du niveau. De plus haut niveau entraînait souvent de plus haut niveau de pratique pouvait entraîner un plus grand taux de blessure. Les Highland Games, qui eux observent un taux de 7,5 blessures par 1000 heures de pratique. Et puis, là où ça devient surprenant, certains sports collectifs ou certains sports qui sont très fortement recommandés, parfois comme par les médecins comme étant presque plus sains, qui présentent finalement des taux de blessures bien plus importants que le powerlifting. Ainsi, par exemple, la course à pied, au niveau amateur, elle présente 7,7 blessures par 1000 heures de pratique. Le football professionnel présente environ 8,1 blessures par 1000 heures de pratique. Et le rugby, par exemple, présente 3 blessures par 1000 heures d'entraînement, mais par contre présente 81 blessures par 1000 heures de match. Et ça, vraiment, c'est super, super, super important. Ce qui faisait que la moyenne se situait autour de 40 à 46 blessures par 1000 heures de pratique. Mais voilà, sachant qu'à l'entraînement, très peu de risques et le gros risque de blessure est surtout lors des matchs. Mais du coup, on peut voir que le powerlifting, en fin de compte, par rapport à d'autres sports, n'a pas un risque si élevé et qu'on va se situer à peu près dans un risque qui paraît tout à fait acceptable. Les gens se blessent plus en faisant potentiellement du football professionnel. On sait qu'en football amateur, le risque sera probablement différent. Mais par exemple, qu'en course à pied, avec des novices, on sait que le risque de blessure est plus élevé typiquement qu'en powerlifting. Et pourtant, je vois beaucoup plus de professionnels de la santé, parfois même de médecins ou de kinés, qui ont tendance à recommander la pratique de la course à pied par rapport à celle du powerlifting par peur que les patients ou que les pratiquants se blessent. Et ça, c'est assez
inquiétant, puisqu'en fait, ce n'est basé a priori sur aucune donnée factuelle. Alors, pour moi, il y a plusieurs hypothèses qui vont expliquer qu'en fait, on ait un taux de blessure qui soit relativement faible, hein. Ça va? Donc, pour moi, le premier, c'est que les mouvements sont réalisés à vitesse lente et que l'accélération n'est pas vraiment la plus importante. Ce qui va permettre en fait de limiter les contraintes sur l'unité musculo-tendineuse. Et voilà, c'est aussi pour ça que j'ai tendance à utiliser ces mouvements en rééducation ou dire qu'ils font parfois partie de la rééducation. Simplement parce que ce sont des mouvements qui sont souvent pas réalisés à vitesse très importante. Très souvent aussi, on remarque que les athlètes les plus forts ont une plus grande masse musculaire, ce qui pourrait aussi contribuer à une meilleure redistribution des contraintes osteo-ligamentaires. Et donc potentiellement, a priori, moins de stress sur du coup le système ostéo-ligamentaire. On sait également qu'il y a différents processus physiologiques d'adaptation. Par exemple, on pouvait parler de mécanotransduction et du coup et d'adaptation cellulaire. Donc, on sait que par exemple, la matrice osseuse est par exemple lors de la loi de Wall et par exemple la matrice osseuse, en fait, lorsqu'elle est soumise à une contrainte mécanique, va permettre l'accrétion de calcium à cette matrice. C'est ce que décrit la loi de Wolff. Du coup, une contrainte mécanique va favoriser la fixation du calcium sur l'os. Et donc, ce qu'on observe, c'est qu'en fait, la densité minérale osseuse et le contenu minéral osseux sont augmentés chez les athlètes et sont notamment augmentés de manière plus importante chez les athlètes plus forts. Et on remarque aussi quand on compare ça par exemple à des sports d'endurance que la densité minérale osseuse est plus importante chez les athlètes de force que chez les coureurs et que les coureurs d'endurance. Et ça c'est assez intéressant puisqu'en fait la course à pied est souvent mise en avant pour augmenter cette densité minérale osseuse, ce contenu minéral osseux, notamment par les contraintes, notamment via le choc répété. On sait également que par exemple, on observe une activité indirecte, une activité ostéoblastique indirecte qui est plus importante chez les haltérophiles par exemple. On a remarqué que du coup l'ostéocalcine était plus élevé et que le taux série de calcium était plus élevé chez les haltérophiles par rapport à des haltérophiles actifs par rapport à des haltérophiles anciens, donc aussi potentiellement par rapport à une classe un peu plus sédentaire. On remarque aussi, on a aussi observé, on a plein d'évidences qu'on observe une hypertrophie tendineuse, ligamentaire, cartilagineuse chez les athlètes qui réalisent par exemple des squats en amplitude complète tels que les haltérophiles. Et du coup, en fait, on voit que le corps a tendance à s'adapter à l'activité physique et que du coup, les tendons, les tendons, les ligaments, le cartilage s'adaptent, tout comme l'os en fin de compte. Et du coup, ça pourrait contribuer aussi à expliquer pourquoi on observe relativement peu de ces blessures là, et que potentiellement, si le corps s'adapte, il devient aussi plus résilient et moins sujet à certaines blessures. Donc, voilà, ça c'est ce qu'on avait de ce côté-là. On a aussi, on parlait un peu plus tôt des effets des adaptations, donc on parlait de la mécanotransduction, mais aussi de certaines adaptations cellulaires, et on peut aussi citer par exemple le principe du repeated bout effect. Et du coup, en fait, ce principe du repeated bout effect, c'est juste qu'une exposition à un stimulus stressant, en fait, va, par exemple, entraîner beaucoup de courbatures, va entraîner un phénomène inflammatoire, mais que, en fait, lorsque ce stimulus sera répété à l'avenir, en fait, il sera beaucoup moins stressant. On va observer une augmentation moins marquée de l'inflammation, on va observer moins de, moins de courbatures, moins de DOMS, et du coup, en fait, le stimulus sera progressivement de moins en moins stressant, simplement parce que le corps semble s'y adapter. Alors, il y a différentes hypothèses, notamment l'adaptation du cytosquelette, notamment via les protéines de desmine de la titine, du coup qui est assez intéressant. On va aussi potentiellement avoir une augmentation de la rigidité musculaire active et passive, donc des adaptations au niveau de ce côté-là. On pourrait aussi voir une augmentation du nombre de sarcomères en série, et tout ça, ça va aussi faire en sorte que le muscle s'adapte un petit peu mieux et qu'on observerait, in fine, une diminution de la réponse inflammatoire. On sait également que la force peut avoir un risque de modulateur sur le risque de blessure, et du coup que très souvent des individus plus forts ont tendance un petit peu moins à se blesser, en tout cas au sein d'un sport. Ensuite, il y a aussi tout ce qui est lié au principe du SAID, du coup le Specific Adaptation to Imposed Demands, ou le GAS, le General Adaptation Syndrome et l'hormèse. En fait, de manière générale, ces principes, ils veulent dire que un stresseur physiologique, du
coup, peu importe le stress, il va entraîner une réponse de l'organisme qui, la plupart du temps, va entraîner une adaptation. Et face à cette adaptation, la plupart du temps, on va observer une relation dose-réponse. Donc en fait, plus de stimulus jusqu'à un certain point va entraîner une réponse qui va a priori entraîner une adaptation qui sera proportionnelle du coup à ce stimulus et à cette réponse, en tout cas physiologique. Passé un certain point, ce ne sera plus le cas, mais du coup, ça pourrait expliquer aussi pourquoi l'activité physique, a priori, une activité physique par le passé, on doit augmenter la charge pour, a priori, observer aussi différentes adaptations à l'avenir. Ça va? Donc ça, c'est vraiment, tu pourrais expliquer pourquoi on n'observe peut-être pas tant de blessures que ça, pourquoi la prévalence n'est pas super importante en termes de risque de blessure. Ici, on va se concentrer un peu plus spécifiquement sur les différents facteurs de risque, notamment sur la charge d'entraînement dont j'avais parlé un petit peu. Alors, c'est un facteur qui me paraît quand même assez important. Pourtant, seulement 10 à 23% des athlètes qui sont interrogés mentionnent une charge d'entraînement excessive comme cause probable de leur blessure. Pourtant, on rapporte quand même un certain nombre de blessures qui seraient liées aux charges importantes qui sont soulevées par les athlètes. Alors, plusieurs petits problèmes, c'est que dans les études, on ne définit pas trop ce que c'est qu'une charge importante. Est-ce que c'est une charge absolue en kilogrammes? Est-ce que c'est une intensité relative importante en pourcentage ou en RPE? Est-ce que c'est suite à un volume d'entraînement important? Est-ce que c'est une combinaison de plusieurs de ces facteurs? Et la plupart du temps, en fait, moi j'ai utilisé le terme de charge d'entraînement que j'ai utilisé de manière un peu interchangeable avec le workload, mais la plupart des études ne définissent pas ce qu'elles entendent par là. Or, ici, j'ai préféré le faire, et du coup, on appelle la charge d'entraînement, ce que je vais plutôt le dire en anglais pour éviter de me tromper, mais c'est ce qu'on appelle, enfin, ouais, je donne la définition, c'est cumulative amount of stress placed on an individual from multiple training sessions and games over a period of time expressed in terms of either the external workload performed, example resistance lifted, kilometers run, or the internal response, example health rate, rating of perseveration to that workload. Du coup, en fait, l'idée, c'est que ça va être mesuré par on va souvent l'exprimer soit en charge d'entraînement interne, du coup, tel que le poids soulevé, les kilomètres parcourus, ou la réponse, enfin, ou la charge d'entraînement interne, qui va être plutôt liée au RPE, au rythme cardiaque. Mais du coup, la charge d'entraînement, c'est vraiment la quantité cumulative de stress qui est placée sur un individu à la suite de plusieurs expositions d'entraînement, ou de matchs, en fait, si vous voulez. Ça, c'est un petit peu l'idée. Et du coup, toujours vis-à-vis de ce workload, le gros problème, c'est qu'on n'a pas vraiment de consensus pour le calculer aussi. Du coup, il y a plein d'hypothèses, il y a de nombreuses possibilités pour le calculer en resistance training, et du coup, on sait qu'on a une quantification qui est variable et difficile. Enfin, voilà. Du coup, ça, c'est vraiment une des grosses limitations, c'est qu'en fin de compte, on ne sait pas à quoi font référence les études quand ils parlent d'une quantité, enfin une charge importante soulevée. Est-ce que c'est en kilos? Est-ce que c'est en pourcentage? Est-ce que bon, c'est via le RPE? Mais surtout, quand les gens parlent de charge d'entraînement élevée, on ne sait pas non plus de quoi il en est. Or, la littérature définit ça comme étant en fait juste la quantité cumulée de stress qu'un athlète va subir de par ses séances d'entraînement, ses compétitions, et qui peut être rapporté à la charge interne et ou externe. Du coup, c'est un petit peu compliqué. Alors, une des propositions qu'on pourrait faire pour calculer cette charge, c'est ce que proposent certains coachs et certains chercheurs, c'est de compter le nombre de séries difficiles qui favorisent l'adaptation au cours d'une séance, d'une semaine, et qui correspondraient en fait à ces séances difficiles. On pourrait arbitrairement les classer, je sais pas, entre des répétitions, je sais pas, des séries difficiles qui seraient stimulantes. Et du coup, ben voilà, ici à l'époque, moi j'évoquais par exemple considérer que celle qui était comprise entre 0 et 5 RIR, mais à l'heure actuelle, on sait que par exemple, même un RIR qui est de 7
ou 8 se révèlent très stimulants. Donc en fait, on pourrait même dire, tant que les séries comportent, je vais dire presque un RPE qui soit positif ou qui ne soit pas nul, je pense qu'on peut tout à fait les compter là-dedans, puisqu'on sait que même un RPE 2 ou 3 peut se révéler stimulant pour des gains en force. Ça peut tout à fait faire sens de compter au-delà de forcément cette fourchette d'un RPE 5 à 10 ou d'un RIR 5 à 0. Ça dit, on sait aussi qu'on a besoin d'une charge d'entraînement qui est suffisante pour induire des adaptations, que ce soit nerveuses ou structurelles, en powerlifting. Et on sait aussi qu'on a besoin d'un maximum de masse musculaire pour a priori mieux performer en powerlifting. On sait que les athlètes a priori plus forts vont mieux performer au sein d'une catégorie de poids. Et du coup, il faut en fait une charge d'entraînement qui soit suffisante que pour induire les adaptations qu'on souhaite au niveau, je dirais, des facteurs nerveux, du gain de force, mais aussi des adaptations qui vont être aussi se faire au niveau structurel, tel que le gain de masse musculaire. Du coup, voilà, on a quelques données sur le sujet, mais voilà. C'est un peu compliqué. On ne sait pas trop où on doit se situer. Est-ce qu'on en fait plus? Est-ce qu'on en fait moins? Et un framework que j'aime bien pour discuter un petit peu de la charge d'entraînement idéale, c'est présenter un petit peu le modèle fitness fatigue qui a été théorisé par Bannister et le présenter un peu comme cadre de travail. On sait qu'en fait un exercice va induire un coup en fatigue, mais va également favoriser les adaptations. On sait également qu'il y a une dose relation-réponse ici aussi, et du coup, on veut quand même que le stimulus soit suffisant que pour induire des adaptations, mais on sait qu'un stimulus qui peut être trop important va aussi augmenter plus de fatigue. On sait que la fatigue est l'ennemi de la performance, qu'elle augmente le risque de blessure, et du coup, il faut juste être cohérent vis-à-vis de ça. Alors, ici, ce sont vraiment des modèles que je présente, mais idéalement, ce qu'on souhaite, c'est individualiser à la réponse de l'athlète. Du coup, ce sont vraiment des choses qui vont aussi avoir un impact sur la capacité d'entraînement qu'on va pouvoir encaisser. Ça va. Donc, je sais pas si vous voyez un petit peu là où on va venir. Mais l'idée, c'est qu'on va mettre un petit peu de tout ça. C'est-à-dire qu'on n'a pas beaucoup d'informations sur la charge d'entraînement, sur ce qui est fait. On sait que la charge d'entraînement, y a pas de, on n'a pas de contexte au niveau de la quantification. On pourrait compter le nombre de séries. Ok. Ok, ça peut être une bonne chose. Mais aussi, on sait qu'au niveau de la charge d'entraînement, on a besoin d'un volume qui soit suffisant, enfin d'un volume, d'une intensité qui soit suffisante pour favoriser l'adaptation, que ce soit en force, que ce soit en, ou en masse musculaire. On sait que par exemple, pour favoriser la force, un pourcentage autour de 75%, supérieur à 75% semble idéal. Pour l'hypertrophie, c'est plutôt être proche de l'échec. Et du coup, c'est des choses qu'il faut mettre un peu en relation. Mais malheureusement, on ne sait pas quelle est la dose idéale, en tout cas au moment où j'écris ça, pour vraiment favoriser les gains. On sait qu'au niveau des RPE, il y a une nouvelle méta-analyse qui est parue, qui a été présentée par Robinson et collègues, qui présentait en fait la relation entre proximité à l'échec et gain de force. Et on sait que par exemple, à travers un très large éventail de RPE, on peut tout à fait progresser. Ça dit, voilà, c'était un petit peu là-dessus. Donc malheureusement, pas beaucoup d'informations. Et voilà, on sait qu'on doit faire attention à la fatigue, parce que si elle est trop importante, elle augmente le risque de blessure. Mais on sait qu'on a besoin d'un stimulus qui peut être suffisant. Et du coup, voilà. Alors, il y a différentes études qui présentaient certaines informations, telles que par exemple la dose minimum efficace. Donc là, elle se situerait autour de 6 séries, tant qu'elles sont réalisées à plus de 81% du 1RM et que le RPE est compris entre 7,5 et 9,5. Voilà, ça semble être efficace, mais on sait qu'il y a aussi probablement une dose maximum efficace. Alors, allez, à l'époque, on rapportait qu'en fait, jusqu'à 32 séries portées à l'échec par groupe musculaire peuvent induire des gains en force et en hypertrophie. En tout cas, depuis, on sait lors que ce 32 séries peuvent être d'autant plus importantes, puisqu'une étude est montée jusqu'à 52 séries par semaine par groupe musculaire, euh, ce qui est quand même assez important. Ça va. Mais on sait que du coup, entre 6 séries à plus de 80%, y compris entre un RPE de 7,5 et 9,5 et les 52 séries que j'évoquais, la dose optimale, euh, elle est relativement vague et que du coup, ok, le workload est un risque de blessure, mais on sait qu'on peut bien progresser entre 6 séries et 52 séries. Mais à partir de quel moment est-ce que les athlètes sont plus à risque de blessure? Malheureusement, on ne le sait pas. Il y a probablement aussi une relation à tirer entre la proximité à l'échec et le risque de blessure. Est-ce que, par exemple, les athlètes qui sont plus proches de l'échec se blessent plus? Encore une fois, une étude qui a été réalisée par
Robinson et collègues, je pense, dans le cadre de sa thèse, mais qui est différente de la première. Je n'ai pas le titre et je dois encore la lire, mais j'en ai entendu quelques échos. Il paraît que des athlètes à qui on a demandé de performer des DRPE 10, en fait, à chaque séance, n'ont pas été au bout de l'étude. Pourquoi? Parce que les chercheurs étaient inquiets pour leur santé. Et tout cela, en tout cas, ça soulève de grandes questions vis-à-vis du lien entre justement workload et blessure. On sait typiquement que des workloads trop peu importants, par manque de stimulus, ils vont probablement augmenter le risque de blessure. Cela dit, on sait également que des workloads trop importants, et particulièrement s'il y a un pic dans cette charge d'entraînement, notamment en aigu, vont augmenter le risque de blessure. Et du coup, on est un peu partagé. Du coup, on sait qu'on peut progresser très bien entre 6 et 52 séries, qu'on ne doit pas être trop proche de l'échec, sinon on risque potentiellement d'augmenter ce risque de blessure, en tout cas de sous-performer. Mais en attendant, on sait que c'est très 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 large, on ne connaît pas vraiment cette dose optimale. On sait que charge d'entraînement trop faible ou trop élevée, c'est aussi à risque, mais on sait aussi que s'il y a un pic dans cette charge d'entraînement, le risque augmente à nouveau. Et du coup, il est important, en tout cas, lorsque dans cette charge d'entraînement, on veut la faire progresser, qu'il y ait une notion de progressivité. Ça permet de limiter les pics dans la charge d'entraînement et surtout, en fait, potentiellement de limiter le risque de blessure. On sait aussi que des athlètes qui ont une charge un ratio, en tout cas, on sait également que les athlètes qui ont une charge d'entraînement chronique importante sont moins susceptibles de subir un pic dans la charge d'entraînement et du coup, a priori, de se blesser. Donc, ça peut être augmenter la capacité de travail peut vraiment être une bonne idée pour limiter a priori ce risque de blessure. Mais effectivement, on souhaite vraiment que si on augmente cette capacité de travail, éviter d'augmenter de ne pas le faire en ayant des pics brusques et soudains. On a aussi remarqué chez certains athlètes qu'avoir un bon niveau de fitness aérobie, ça permet de réduire le risque de blessure, notamment via une augmentation typiquement de la capacité de travail et de récupération entre les séries. Du coup, ça peut être intéressant ici d'améliorer cette capacité de travail. Et ça, c'est un peu tout ce qui est en lien ici avec le workload. Du coup, on voit qu'il y a quand même peu d'informations sur l'aspect pratique, mais on sait que d'un point de vue théorique et d'un point de vue ce qu'on a observé dans d'autres sports, il y a quand même des notions qui sont assez intéressantes. Du coup, vraiment, éviter d'avoir une charge d'entraînement qui soit chronique trop faible, ça c'est une très bonne chose. Éviter les pics dans cette charge d'entraînement, mais surtout essayer d'avoir une charge d'entraînement chronique qui soit relativement élevée parce que ça permet de limiter, en fait ça va juste ça va limiter le risque d'avoir des pics. Et puis on sait que développer un peu plus de capacité aérobie, ça pourrait avoir un effet sur la capacité de travail, un effet positif sur la capacité de travail et la récupération, ce qui pourrait potentiellement diminuer le risque de blessure. Notamment des informations qui ont été des données qui ont été récoltées par Andrew Patton et qui ont été rapportées dans son blog sur les blessures dans le powerlifting sur Stronger by Science. Donc ça, c'était un petit peu tout qui résume sur le workload. Alors, beaucoup d'informations, très peu de concret sur le powerlifting, beaucoup de limitations vis-à-vis des études. C'est vraiment pas à quoi ils font référence quand ils parlent de charges importantes soulevées ou de charges d'entraînement. Et du coup, ça, c'est pour moi la plus grosse limitation. Il faudrait uniformiser ça. Et alors, idéalement, ce qu'on voudrait, c'est proposer des études qui vont vraiment s'intéresser à la relation entre la charge d'entraînement. On pourrait définir, elle pourrait être calculée notamment, moi, telle que je la selon différents modèles. Moi, comme je la calcule, c'est le tonnage fois le RPE moyen de la semaine, notamment sur chaque mouvement et puis au total. Qui me permet d'avoir une idée un petit peu de cette charge d'entraînement. Et du coup, je pense que ça vaut, c'est quelque chose qui pourrait être utile, mais il faudrait regarder un petit peu, tiens, selon les fluctuations de la charge d'entraînement, ou selon les subdivisions dans cette charge d'entraînement entre les athlètes, est-ce que certains sont plus à risque de blessure ou pas. Et ça, pour moi, par exemple, j'espère qu'à un moment, on pourra le faire, et ainsi on pourra un petit peu mieux comprendre la relation entre charge d'entraînement et risque de blessure. Et ça, pour moi, c'est quelque chose d'assez important. Malheureusement, voilà, on n'a pas plus d'infos, et on a quelques concepts et quelques recommandations bien spécifiques. Voilà, ici on va passer vraiment sur une discussion qui est plutôt attrait à l'âge et notamment plutôt des blessures chez les jeunes athlètes. Alors on remarque que chez les jeunes athlètes, les blessures elles sont peu courantes et en fait elles sont très souvent liées à la chute d'un poids sur la main ou le pied. Donc ça c'est vraiment en fait
Ça rejoint un petit peu l'idée qu'en fait le risque de blessure est surtout lié en fait au manque de supervision et d'encadrement. Et du coup, chez les jeunes, on remarque qu'il y a vraiment un intérêt à bien former les encadrants, mais surtout à proposer un encadrement lorsque les jeunes s'entraînent. Donc ça doit vraiment être une priorité pour diminuer le risque de blessure. Ensuite, dans ce qui est des blessures chez les athlètes masters, euh, alors, certaines données tendent à montrer que les athlètes masters sont moins blessés que les athlètes plus jeunes, ce qui est de manière générale assez positif, et en fait que ce serait lié notamment à une plus grande expérience. Et en fait, si cette plus grande expérience, ce qu'elle pourrait entraîner, c'est une meilleure connaissance de son corps et potentiellement aussi une meilleure prise de décision. On sait que parfois les jeunes tendent à prendre des décisions qui sont un petit peu moins, qui sont parfois un peu plus risquées, ce qui pourrait potentiellement augmenter le risque de blessure. Donc voilà. On remarque qu'il n'y a pas non plus, en tout cas selon les études qui ont été réalisées en resistance training, on remarque qu'il n'y a pas forcément de différence entre les marqueurs sanguins de récupération et les mesures de performance aussi lorsqu'elles sont répétées entre des sportifs plus jeunes et des sportifs masters qui s'entraînent en resistance training. Ou pas de différence au niveau de la récupération, que ce soit sur les marqueurs sanguins qui sont souvent qui sont des mesures indirectes, mais aussi sur la performance, qui est une mesure directe. Et du coup, en fait, il semblerait qu'avec l'âge, on n'ait pas spécialement une diminution de la récupération, à condition qu'on ait continué à s'entraîner tout au long de ces années-là. Par contre, des études rapportent qu'en fait, ce ne serait pas spécialement l'âge qui serait à mettre en compte lorsque les athlètes se blessent, mais plutôt en fait le nombre d'années de pratique. Ainsi, différentes études montrent que la probabilité de voir survenir une blessure semble augmenter avec le nombre d'années de pratique. Et en fait, cette observation, elle peut juste être expliquée par la nature répétitive des mouvements dans certains sports. Notamment ici, ça avait été étudié dans le cadre du volley. Et on remarque en fait que chez les sports répétitifs, qu'il y a peu de variabilité dans les mouvements. Et en fait, ça pourrait augmenter ça pourrait augmenter le risque de développer des blessures de sursollicitation, donc des overuse injury. Du coup, juste à force de pratiquer tout encore et toujours le même geste, on sait qu'en powerlifting, les gestes sont a priori plutôt limités. On s'en tient en général pour beaucoup d'athlètes à juste notre bread and butter et du coup les 3 mouvements principaux. Et du coup, que ça pourrait augmenter la répétition, la nature répétitive des gestes pourrait contribuer à augmenter le risque de blessure. Du coup, c'est probablement une bonne idée de varier, d'autant plus qu'un athlète d'autant plus que la carrière d'un athlète est longue, mais pas varier juste pour varier ou pour faire progresser, mais surtout varier pour éviter un petit peu de tout le temps solliciter les mêmes structures de la même manière, et du coup, juste, juste diversifier en tout cas les pistes et les recrutements qui sont faits. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui pour moi était assez intéressant, et d'ailleurs différentes études qui se sont intéressées en fait à la variabilité de mouvement et à la variabilité de mouvement et le lien avec les blessures, on remarque que les pratiques sportives qui sont un peu moins variées ont tendance à amener un nombre de blessures accru. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant. Je pense que Nordlin et Dufay en 2019 ont sorti un article sur le sujet qui montrait quand même une belle modélisation entre une pratique. Si la pratique était trop peu ou trop variée, ça pouvait augmenter le risque de blessure. Quand c'est trop peu, c'est notamment la surutilisation. Du coup, en fait, on répète tout le temps le même mouvement dans les mêmes pistes, avec les mêmes muscles, avec les mêmes structures. Et si on a trop de variabilité, en fait, le corps n'est pas suffisamment préparé pour faire face au stimulus qui va lui être imposé. Ce qui, ça, dans ces 2 cas, va augmenter le risque, le risque de blessure. Ça va. Ensuite, on en vient au sexe. Alors là, ici, de manière générale, on n'observe pas un effet clair du sexe sur le risque de blessure. Mais il semblerait de façon de manière que des ressources extérieures, du coup, ici on est vraiment dans la discussion, que les femmes sont moins sujettes aux blessures que les hommes. Alors, une des hypothèses, et celle que j'aime particulièrement, que j'affectionne particulièrement, c'est le fait qu'en fait, la plupart du temps, les femmes ont tendance à prendre de meilleures décisions et elles prennent moins de risques que les hommes. Et du coup, elles feraient potentiellement de meilleurs choix, que ce soit dans des décisions à l'entraînement, utiliser les meilleures charges, moins laisser l'ego s'en mêler, et ça pouvait potentiellement avoir un effet protecteur sur elle. Du coup, n'oubliez pas que ces dames ont quand même de très bonnes capacités de prise de décision. D'ailleurs, pas pour rien qu'elles feraient de meilleurs dirigeants de l'entreprise.
Ensuite, les femmes aussi, elles ont différentes, on observe quelques différences physiologiques entre les hommes et les femmes. Par exemple, typiquement, on va observer une activité plus importante de la myostatine, qui va entre guillemets réguler la masse musculaire. Pour la petite anecdote, plus la myostatine est exprimée, moins vous avez de potentiel de croissance musculaire. D'ailleurs, les blancs bleus belges, cette race de vache que vous voyez qui est souvent très musclée, en fait, elles ont été reproduites et sélectionnées entre elles pour en fait limiter l'expression de la myostatine, ce qui permet justement d'avoir des muscles beaucoup plus développés, donc potentiellement plus de viande. Donc ça, c'est un petit peu l'idée. Comment est-ce qu'on peut utiliser nos connaissances en mécanique, en physiologie musculaire pour produire en tout cas plus de viande par bête. Donc, en dehors de cette activité, la myostatine qui est plus élevée, qui est augmentée chez les femmes et du coup leur capacité à moins cumuler de masse musculaire, on va aussi observer une activité des JF1 qui est diminuée. Et en fait, plus de myostatine et moins d'IGF-1, a priori, ça peut expliquer pourquoi les femmes ont moins de masse musculaire que les hommes dans l'absolu. On sait que les femmes ont aussi une typologie musculaire qui est plus riche en fibres de type 1. On sait que les taux de créatine kinase musculaire, elles s'élèvent moins après un effort. Et en fait, certains émettent l'hypothèse que c'est probablement lié à la fonction protectrice de l'œstrogène. Du coup, en fait, l'œstrogène pourrait avoir un effet protecteur, notamment sur la fonction musculaire chez les femmes. Et on observe aussi qu'en fait, les femmes ont aussi une plus faible déoxygénation à l'effort. Et en fait, tout simplement parce qu'elles ont une plus grande densité capillaire et qu'elles ont une réponse vasodilatatrice au niveau de ces capillaires qui est beaucoup plus importante à l'effort. Ce qui pourrait en fait limiter leur capacité à accumuler de la fatigue. Et du coup, en fait, elles ont juste une meilleure résistance à la fatigue. Elles ont potentiellement une meilleure récupération. Et ça, c'est ce que beaucoup de coachs évoquent aussi, une plus grande capacité à accumuler du volume d'entraînement que les hommes. Alors, en plus de ça, ça pourrait, voilà, on sait que plus grande fatigue va aussi nous mettre plus à risque de blessures. Si elles ont une plus grande capacité à encaisser la fatigue, ça veut peut-être dire elles vont avoir la capacité du coup d'accumuler plus de charge d'entraînement, ce qui pourrait aussi avoir un effet protecteur, ou juste entre guillemets d'accumuler moins de fatigue, et ça aussi, ça peut avoir un effet protecteur. On sait aussi qu'en fait les femmes soulèvent aussi des charges absolues moins importantes que les hommes. Ouais, elles sont en général euh, elles présentent en général 52% de la force absolue que les hommes démontrent sur les mouvements du haut du corps et 66% sur les mouvements du bas du corps. C'est-à-dire que si un homme a un squat à 100 kg, une femme en général va avoir un squat à 66 kg et sur un bench à 100 kg, une femme aura en général un bench un bench à 52 kg. Du coup, il y a une différence ici et du coup, ça pourrait peut-être avoir un effet protecteur, mais comme on ne sait pas trop à quoi il fait référence lorsque l'on parle de charge absolue, est-ce que c'est quelque chose qui va avoir un impact? Est-ce que c'est vraiment la charge soulevée qui a un impact? On ne le sait pas. Mais du coup, elle soulève moins lourd, ça pourrait peut-être aussi être moins stressant pour l'organisme avec la répétition et potentiellement être un effet protecteur. On ne le sait pas, c'est juste des hypothèses. Cela dit, on sait aussi qu'être une femme, ça va quand même avoir un impact sur la localisation des blessures. On sait que les femmes, par exemple, sont plus touchées aux genoux. Et là-dessus, certains évoquent que ça pourrait être potentiellement lié au cycle menstruel. Effectivement, en fait, lorsqu'elles sécrètent de l'ostradiol, on observe apparemment une laxité plus importante et une altération de l'activité musculaire. En fait, une laxité ligamentaire qui est un peu plus importante et une altération de l'activité musculaire, notamment au niveau des ischio-jambiers, ce qui pourrait expliquer qu'elle soit plus à risque au niveau pour se blesser. Mais ça, cette observation-là n'a surtout été faite que sur des sports je pense, si je ne dis pas de bêtises, de football ou des sports de contact tels que le rugby. Du coup, est-ce que c'est applicable au powerlifting? Je ne sais pas, mais on sait juste que les femmes sont plus touchées aux genoux que les hommes. Alors, dans les autres facteurs qui peuvent être traités, il y a tout ce qui va être sur l'aspect technique. Et alors là, les évidences sont vraiment contradictoires. Même si les athlètes et différentes études montrent que la technique a un impact sur le risque de blessure, je ne serais vraiment pas confiant dans le fait de dire que ça soit le cas. Pourquoi? Il y a beaucoup de preuves contradictoires sur le sujet,
Et typiquement, on sait qu'en fait, il y a plein de facteurs qui vont avoir un impact sur la technique de soulever. Parmi ceux-là, je pourrais citer l'anthropométrie, l'anatomie, la tâche demandée, les préférences en fait de l'athlète, les blessures passées. En fait, ce qu'on peut observer, c'est que parfois des athlètes ont été blessés et ça va entraîner des adaptations de mouvement, des stratégies d'évitement de certaines zones, certaines amplitudes. On sait que l'intensité va aussi avoir un impact sur la technique de soulever et la fatigue. On sait également qu'en fait, on va observer différents degrés de variation de la flexion lombaire entre différentes répétitions à une même intensité. Ainsi, la position du dos et la position des segments lombaires, par exemple, à une intensité de 70%, elle ne sera pas toujours la même. Et ça, c'est quelque chose qui est assez intéressant d'ailleurs. C'est-à-dire qu'en fait, même si une répétition est assez similaire à une autre à 70% de notre 1RM, eh ben, en fin de compte, la position de nos vertèbres n'est pas la même. Et du coup, si c'est même le cas à des intensités modérées à 70%, comment est-ce qu'on peut espérer maintenir, entre guillemets, une technique qui soit, entre guillemets, identique à ces intensités-là. Si la technique n'est pas la même d'une rep à l'autre, alors qu'on ne se blesse pas à 70%, mais comment est-ce qu'on veut faire en sorte que ce soit le cas aussi sur des intensités plus élevées? D'ailleurs, une autre étude s'est intéressée en fait à la variabilité intra-individuelle lors de la réalisation de squats à 90%. Et aussi à la variabilité inter-individuelle en termes de vitesse et de cinématique articulaire. Et ce qu'ils ont remarqué, c'est qu'en fait, un même athlète qui réalisait 6 répétitions à 90% de son ARM avait des vitesses de déplacement de la barre et une cinématique articulaire qui était différente à chaque essai. Et du coup, en fait, les auteurs en sont venus à conclure qu'en fait, la notion qu'il y avait un pattern de mouvement optimal pour l'exercice du back squat ne pouvait pas être défendu. Et en fait, ils ont tellement observé de variations que juste ça n'avait pas de sens, entre guillemets, de dire qu'il y avait une seule technique et que celle-ci était la bonne. Et du coup, j'aurais tendance à être d'accord, c'est que vu qu'on observe énormément de variabilité d'un mouvement à l'autre, au sein d'un même individu, et même entre les individus, mais il est peu probable qu'il existe une technique parfaite. D'ailleurs, en fait, il y a différentes études qui sont intéressées au fait de dire, bah tiens, est-ce que l'œil d'un kiné, d'un kinésithérapeute, d'un physical therapist ou d'un physiothérapeute entraîné peut détecter les variabilités de position au niveau de la colonne vertébrale. Et donc, en fait, ils ont mis des athlètes, ils leur ont demandé de performer, par exemple, du squat et du deadlift, et ils ont demandé au kiné en fait, de détecter à partir de quel moment ils observaient un déplacement au niveau du bas du dos. Et alors, ils se sont rendus compte qu'il fallait 34 degrés de mouvement au niveau des vertèbres avant que ce soit le cas. Et du coup, en fait, ce qu'ils ont conclu, c'est qu'on n'était pas doué, entre guillemets, avec notre vision pour identifier les modifications en fait, de technique et qu'en fait, il fallait déjà 34 degrés de mouvement avant que l'œil le remarque. Et pourtant, ben, on considérait, tiens, avant qu'il y ait ces 34 degrés de flexion, que bah, tiens, la technique est bonne, puis on arrive à 34 degrés, ah tiens, là, le dos s'arrondit, la technique est plus bonne. Pourtant, on a déjà eu 34 degrés de flexion dans le bas du dos avant. Et du coup, ben, en fait, juste les, il semblerait qu'on soit vraiment pas efficace pour différencier cela. Et du coup, moi, ce que je proposais, c'est qu'en fait, la technique ne soit pas vraiment un facteur de risque de blessure, puisqu'elle est variable d'un individu à l'autre, qu'elle est variable au sein de l'individu et qu'elle varie d'une répétition à l'autre, même à des pourcentages légers. D'ailleurs, on observe aussi lorsqu'on monte en gamme une majoration, par exemple, de la flexion lombaire sur un mouvement de deadlift, même sur un mouvement de squat. Et du coup, la technique, entre guillemets, a tendance un petit peu à se dégrader ou à évoluer à mesure que l'intensité augmente. Et du coup, pour moi, j'aurais tendance à pas voir la technique comme étant un facteur de risque de blessure si pris isolément, mais plutôt qu'en fait, tout dépend de la capacité de tolérance des tissus. C'est-à-dire qu'en fait, tant que la capacité de tolérance des tissus n'est pas dépassée, la technique ne semble pas avoir d'importance en termes de risque de blessure. La technique, elle va être vue en fait un peu comme un modulateur de la charge d'entraînement sur le risque de blessure. En fait, dépendant du contexte,
la technique, elle va pouvoir diminuer, augmenter ou n'avoir aucun impact sur le risque de blessure. Si je m'explique, si vous avez une technique, je vais dire d'oron, mais que vous entraînez cette technique pendant des années et des années et des années, comme on l'a vu un peu plus tôt, l'entraînement va contribuer à créer des adaptations. Donc, on va augmenter la densité minérale osseuse, on va entraîner une hypertrophie du cartilage, des ligaments, même des muscles. Et du coup, en fait, le corps va s'habituer et va avoir la capacité de résister à cette mauvaise technique, cette technique avec dos rond. Cela dit, si vous avez l'habitude de deadlifter avec un dos droit, ça n'existe pas vraiment, on va dire plutôt une position neutre du dos, et qu'à un moment vous soulevez une charge à laquelle vous n'êtes pas prêt, ou avec laquelle vous n'avez jamais eu l'habitude et que vous la soulevez dos rond, c'est souvent là qu'on va observer en fait une blessure. Et donc le souci en fait c'est pas spécialement la technique, en fait c'est une sous-préparation des structures, c'est un manque de capacité des structures. Et du coup, les gens vont faire raccourci. Ah, tu as utilisé une mauvaise technique, tu t'es blessé. Et le souci, c'est pas la mauvaise technique, parce que si je me suis préparé et que j'ai utilisé toute cette technique pendant des années, j'ai créé des adaptations qui étaient suffisantes, alors que si je n'ai pas créé, du coup, je me suis jamais entraîné selon cette technique, je n'ai juste pas préparé mon corps, les structures qui doivent subir le stress, et du coup, ne sont pas suffisamment préparées, et c'est là qu'on pourrait voir une blessure. Je dis bien pourrait, parce que c'est pas pour autant que vous soulevez une fois de rond, vous allez vous blesser. Il faut juste dépasser les capacités de tolérance des tissus, et cette capacité de tolérance des tissus elle est assez individuelle, elle est variable, elle ne sera peut-être pas forcément la même dans le temps, et elle pourra évoluer. Donc, voilà, ça va? Donc ça, c'est vraiment l'aspect sur la technique. C'était un petit peu mon interprétation selon ce que j'avais pu lire dans la littérature. Alors, toujours assez intéressant pour moi, comme je l'évoquais, un des facteurs de risque, c'était l'utilisation de stéroïdes anabolisants. Comme je l'évoquais un peu plus tôt, entre 10% et 95% des déchirures musculaires observées au niveau du grand pectoral, elles sont observées chez des utilisateurs de stéroïdes anabolisants. On sait que les déchirures musculaires sont fréquemment rapportées chez les utilisateurs de stéroïdes et ceux-ci sont 9 fois plus à risque de développer une déchirure tendineuse aussi. Et on sait que le risque est d'autant plus marqué dans le haut du corps. Du coup, en fait, lorsqu'on voit une déchirure tendineuse sur le haut du corps, la probabilité que la personne utilise des stéroïdes anabolisants est d'autant plus haute. Ça ne veut pas dire que toute personne qui déchire un tendon sur le haut du corps a recours à des stéroïdes anabolisants. C'est pas ce que je dis, mais en tout cas la probabilité est plus importante. Alors, il y a plusieurs mécanismes qui peuvent expliquer cela. Ce que je tiens à dire, c'est qu'en fait, ces études-là n'ont été faites que sur des rongeurs, du coup on ne sait pas si on peut les généraliser. Cela dit, l'expérimentation sur les humains des stéroïdes anabolisants est interdite depuis les années 90, du coup on ne voit plus de nouvelles études, et du coup on en reste un petit peu avec des modèles sur des rongeurs. Peut-être qu'un jour on aura le fin mot de l'histoire, mais en tant que tel, on n'a pas vraiment encore tous les éléments pour déterminer si c'est une des théories est à prioriser ou à privilégier, si les deux, ou si c'est complètement autre chose. Mais du coup, dans les mécanismes qui peuvent expliquer pourquoi on observe un plus grand nombre de déchirures musculaires et potentiellement aussi tendineuses chez les utilisateurs d'anabolisants, c'est qu'en fait, certains émettent l'hypothèse que les adaptations musculaires, en fait, elles sont supérieures aux adaptations tendineuses. En gros, le muscle s'adapte plus rapidement que le tendon, ça on le sait. Et en fait, les athlètes ont la capacité de développer plus de force que le tendon n'est capable d'en tolérer. Et du coup, en fait, le muscle produit tellement de force et le tendon n'est pas capable de le tolérer. Et là, c'est là que le drame survient, c'est là que la déchirure se produit. On sait également, on a également observé qu'en fait, la prise d'anabolisants, elle peut avoir un effet négatif sur le tendon. Elle affecte la synthèse du collagène, elle affecte négativement la matrice extracellulaire et le remodelage tendineux. Et en fait, si vous voulez, la prise d'anabolisants, ça semble contrecarrer les adaptations tendineuses qui sont induites par l'exercice. Ça, du coup, c'est quelque chose qui n'est pas idéal quand même. Et en fait, on sait aussi que l'utilisation de stéroïdes anabolisants, ça pourrait altérer l'expression de certains gènes, comme le gène COL3A1. Et en fait, ce gène, notamment certaines formes de méthylation de ce gène, en fait, elles peuvent se révéler protectrices contre les blessures. Ils avaient réalisé une étude sur le génome de certains rugbymen et ils ont remarqué que les porteurs, notamment d'une certaine méthylation sur le gène, donc COL3A1, étaient moins blessés. Et en fait, typiquement, les anabolisants ont tendance
à altérer l'expression de ce gène, et du coup, ça pourrait, in fine, augmenter le risque de blessure. Alors, comme je le disais, ces observations, elles ont été faites sur majoritairement des rongeurs. On ne sait pas si c'est forcément généralisable à l'homme, mais typiquement, ces trois hypothèses pourraient expliquer pourquoi la prise d'anabolisants peut augmenter le risque de blessure. Alors, ici, on arrive tout doucement sur la fin. Alors, j'ai présenté un petit peu tout ça, et j'espère que c'était très intéressant. Tu me diras ce que tu en as pensé. Je tiens quand même à évoquer que le travail présente quelques limitations. Alors, il faut savoir que la première limitation, et non des moindres, c'est qu'elle elle est liée au type de données qui ont été utilisées dans toutes les études qui ont été citées dans le travail, notamment dans les 27 études. C'est que la majorité des études, c'était des études qualitatives, et que beaucoup de données sont issues d'études rétrospectives. Donc qualitatif, qu'est-ce que ça veut dire? C'est que c'est souvent en fait des études qui sont faites via des questionnaires où les personnes vont avoir tendance à rapporter eux-mêmes le taux de blessure, les facteurs qu'ils pensent. Alors ces données, elles sont aussi utilisées de manière un petit peu rétrospective et ou observationnelle. En fait, de manière générale, il n'y a pas eu d'étude interventionnelle de dire tiens, tel facteur est mis en place, on contrôle toutes les variables, et ça nous permet de vérifier qu'en fait ce soit tel ou tel facteur qui va influencer le risque de blessure. Et du coup, ici, on peut mettre en évidence des associations, mais on ne peut pas mettre en lien. On ne peut pas faire de lien de causalité. C'est-à-dire qu'en fait, on peut associer, par exemple, comme je le citais, on peut la technique, le risque de blessure, mais on ne sait pas, même s'il y a une association, on ne peut pas effectivement dire si c'est causal. Ensuite, pour moi, il y a plein de facteurs qui n'ont pas été adressés, comme par exemple la génétique dans ces études-là. Mais bon, ça reste compliqué, puisqu'en fait, ce sont plutôt des études qualitatives ou juste observationnelles et surtout rétrospectives. C'est-à-dire qu'on vient interroger l'athlète après un an, où on lui a dit, bah tiens, ou on lui a dit, bah, dans la dernière année, combien de blessures avez-vous subi. On ne va pas vraiment contrôler l'athlète directement, on ne va pas le faire venir en laboratoire pour réaliser des tests avant, puis faire une période d'observation, le retester à la fin et voir qu'est-ce qui a potentiellement changé. Et voilà. D'autres facteurs, tels qu'une blessure préexistante, peut aussi se révéler être un facteur de risque, mais ça, il n'a jamais été adressé par les auteurs. Et ça pourrait être assez intéressant de se dire, bah tiens, est-ce que les athlètes en powerlifting qui ont déjà subi une blessure ont tendance à se blesser un peu plus ou pas? Parce que dans d'autres sports, c'est effectivement une observation qui a été faite. Alors pour moi, par exemple, il y a aussi, puisqu'on est vraiment dans des études qui sont qualitatives, rétrospectives et observationnelles, ça ne nous permet pas d'éliminer par exemple certaines variables confondantes. Du coup, par exemple, au niveau du workload, on sait que le workload, s'il y a des plus grandes charges d'entraînement chroniques, les personnes, enfin les athlètes sont moins sujets aux blessures. Mais on sait que par exemple, les femmes ont aussi les capacités d'accumuler de plus grandes charges d'entraînement. En général, elles s'entraînent avec un plus grand volume. Mais est-ce que c'est ce qui explique est-ce que le fait que les femmes aient une plus grande charge d'entraînement explique qu'elles soient moins sujettes aux blessures, parce que c'est d'autres choses, comme nous l'avons vu, comme simplement de meilleures capacités de récupération, ou est-ce que c'est lié à une meilleure prise de décision? Et du coup, voilà, ça c'est peut-être des choses qu'il faudrait à un moment pouvoir mesurer. Et donc, bah tiens, comparons des hommes et des femmes, divisons-les en plusieurs groupes, des femmes avec une plus haute charge d'entraînement, des femmes avec une plus basse charge d'entraînement, des hommes avec une plus haute charge d'entraînement et des hommes avec une plus faible charge d'entraînement, et voyons un peu comment ces quatre groupes évoluent et si ça a une influence sur le risque de blessure. Ça, par exemple, ça pourrait être tout à fait intéressant. Malheureusement, on n'a pas ces données-là, et du coup, c'est un peu compliqué de savoir un petit peu, bah, tiens, in fine, quelle est la variable qui va avoir un impact? Est-ce que c'est le sexe? Est-ce que c'est la charge d'entraînement? Et du coup, ça, ce serait assez intéressant. Ou alors, on pourrait tout simplement aussi, juste dans un premier temps, avoir la même charge d'entraînement pour les deux sexes et voir si en fait ça change le risque de blessure aussi. Il y a différentes possibilités, différentes façons de faire qui pourraient se révéler très intéressantes. Alors, dans les autres limitations de cette étude, c'est qu'il y a certaines modifications d'effets possibles. Et donc, par exemple, on sait que, comme j'en avais parlé, pardon, on sait que par exemple, l'effet que pourrait avoir le workload sur le risque de blessure pourrait être modifié par la technique. Donc, en fait, si un athlète performe
une technique à laquelle il n'est pas habitué, comme par exemple, j'ai l'habitude de le soulever avec un dos droit et je soulève avec le dos rond, ça pourrait augmenter le risque de blessure puisque l'organisme n'aura pas eu l'occasion d'adapter les structures mises sous contrainte. Et en fait, on va juste dépasser, si vous voulez, la capacité, on va juste dépasser, si vous voulez, le workload que la structure peut supporter, la charge d'entraînement que cette structure-là peut supporter. Voilà, moi je sais que par exemple, j'ai parfois ici, j'ai quelques deadlifters qui deadliftent avec un dos un peu plus rond et je remarque qu'ils sont capables d'accumuler moins de moins de volume sur leur deadlift. Et du coup, c'est des choses qu'il faut prendre en considération. Et du coup, par exemple, ici, dans ce cas-là, la technique, elle va avoir un impact sur l'effet de la charge d'entraînement. Et du coup, typiquement, avoir une technique qui sera peut-être un petit peu moins efficiente va souvent diminuer la capacité à accumuler une charge d'entraînement plus importante. Et ça, du coup, c'est des facteurs qui sont à prendre en considération et surtout au niveau pratique, mais aussi lorsqu'on réalise une étude. Et donc, en fait, je pense que prendre souvent de manière isolée ces facteurs, c'est pas forcément quelque chose qui va nous permettre d'avoir une idée réaliste et réelle de ce qui peut se passer sur le terrain. Donc, voilà. Et du coup, ça me fait vraiment amener à une des grosses limitations, c'est que la plupart du temps, les facteurs de risque, ils ont été considérés de manière isolée. Et on sait qu'il y a probablement des interactions qui sont probables. Un facteur de risque seul est rarement à l'origine d'une blessure. Tu sais que si tu as réalisé une technique qui n'était pas adéquate, il est très peu probable que tu te blesses. Si, voilà, si tu ramasses, si tu fais tes lacets en ayant le dos rond, a priori, tu vas pas te blesser à ce moment-là. Mais si tu fais deadlift avec un dos rond durant toute une séance alors que tu n'es pas habitué, là tu vas probablement tu auras un risque qui sera plus important. En tout cas, pas que ce sera le cas, mais voilà. Et c'est juste pour dire qu'en fait, ici, donc si on combine par exemple le dos rond avec un volume d'entraînement qui est important, du coup, charge d'entraînement et technique peut-être à laquelle tu n'es pas préparé, là, tu as plusieurs facteurs. Et c'est potentiellement plutôt là que tu risques de te blesser. Et du coup, en fait, c'est l'émergence d'un pattern qui réunit plusieurs facteurs de risque qui sera probablement contributeur d'une blessure. Et du coup, en fait, considérer les facteurs de risque de manière isolée, c'est probablement pas, encore une fois, une situation qui est vraiment, qui rend justice à ce qui se passe sur le terrain. Ensuite, il faut aussi savoir que l'être vivant est un système complexe. Nous avons tous des actions, des comportements et des performances, et même notre performance qui, en fin de compte, ne sont pas des processus linéaires. Et du coup, un système complexe, il y a aussi beaucoup de facteurs cachés. Du coup, on ne sait pas forcément toujours quels sont les facteurs qui influent sur une issue. Donc, tiens, j'ai rajouté du pose deadlift dans mon programme d'entraînement. J'ai augmenté mon compte deadlift de 10 kg, ça doit probablement être lié à ce comp, à cette intégration du pose deadlift. Ça, c'est potentiellement sans prendre en considération que l'athlète subit peut-être moins de stress de la part extérieure, qui a peut-être augmenté sa dépense calorique, qui dort peut-être plus, et plein d'autres variables, le fait qu'il ait peut-être poussé un peu plus ses accessoires. Et du coup, en fait, c'est ça ce que j'appelle ces facteurs cachés. C'est pas parce on va avoir en fait un input il peut être que l'input qu'on a mis est forcément attribuable à l'issue qu'on va observer. Et donc ça, c'est vraiment une considération à prendre. Et en fait, qu'on va à tout instant avoir de nombreuses interactions qui vont influencer différents facteurs. Et ça, c'est vraiment important. Et parfois, on oublie un peu qu'il y a certains facteurs cachés. Et du coup, c'est ça qui est important de comprendre quand on parle de système complexe. Il faut aussi savoir, et ça c'est vraiment toujours un peu sur l'aspect système complexe, c'est que la plupart des recherches en fait qui ont été présentées dans ces études et que vous pourrez lire dans le mémoire, c'est qu'en fait ils ont vraiment se sont vraiment intéressés en fait plutôt la plupart du temps aux facteurs juste biologiques et surtout avec une approche purement mécaniste. Or, on sait vraiment qu'il y a de plus en plus d'évidence, beaucoup de plus en plus de preuves qui suggèrent qu'intégrer les composantes psychosociales va nous permettre de mieux expliquer et de mieux comprendre les blessures. On sait que par exemple, un niveau de stress perçu comme étant négatif plus important par un athlète augmente le risque de blessure. Et donc en fait, un athlète qui va subir énormément de stress qu'il considère comme étant négatif le prédisposera à subir potentiellement plus de blessures. On sait aussi que les athlètes qui sont impliqués dans un processus de gestion du stress ou dans un processus avec un psychologue en tout cas sont moins sujets aux blessures. Et du coup en fait cette composante psychosociale elle est vraiment pas à négliger. Pourtant c'est un aspect qui a été la plupart du temps négligé
dans toutes les études qui sont rentrées sur le powerlifting. Et donc ça nous permettrait peut-être de mieux comprendre et donc, in fine, s'intéresser un peu plus à l'athlète aussi et à ce qu'il vit. Du coup, voilà. Par exemple, pour revenir un peu sur l'aspect psy, on sait qu'une plus grande exposition au stress va impacter négativement les gains en force et en hypertrophie, mais on sait aussi que cette plus grande exposition au stress, elle est corrélée avec une moins bonne récupération de la fonction musculaire et ce jusqu'à 96 heures post-effort. Et donc si vous subissez plus de stress et que vous entraînez dur, vous récupérez moins bien. Or on sait que plus de fatigue, une moins bonne récupération, ce sont aussi des facteurs qui vont jouer qui vont contribuer à augmenter le risque de blessure. Et comme je le disais aussi, le stress négatif engendré par les événements de la vue, vous avez eu un décès, vous avez raté un examen, et en fait également une forte réactivité à ce stress, sont deux facteurs psychologiques qui sont fortement associés avec un risque de blessure plus important. Donc ça sont vraiment des choses qui vont être importantes, et notamment on sait que par exemple les athlètes universitaires qui dorment moins, qui sont soumis à un grand stress, typiquement ils sont parfois aussi forts à risque de blessure. Du coup, vraiment, c'est quelque chose qui est très très négligé par beaucoup de recherches, notamment particulièrement dans le powerlifting, mais qui pourrait être très intéressant d'explorer. Et voilà. Donc, euh, ici, moi, c'est un petit peu pour clôturer, mais il reste énormément de choses à faire si on veut en découvrir un petit peu plus sur les facteurs de risque de blessure en powerlifting. Pour moi, un des grands axes qu'il est nécessaire de développer, c'est vraiment l'aspect collecter beaucoup plus de données qui vont être quantitatives et beaucoup moins qualitatives. Donc l'aspect qualitatif, c'est plutôt récolté via des questionnaires, via des interviews, alors que l'aspect quantitatif, ça va être plutôt par des mesures en laboratoire, par des analyses statistiques parfois un petit peu plus poussées. Pour moi, ce serait aussi intéressant de tester les variables confondantes, mais du coup, en fait, avec des études qui vont être beaucoup plus interventionnelles, et du coup, ça va en général nous permettre de contrôler beaucoup plus ces variables-là, et donc éviter qu'on ait un peu tous ces effets d'interaction, ces effets de modification, comme on en parlait. On va, entre guillemets, simplifier un petit peu le système, justement en contrôlant beaucoup plus de variables, donc ça pourrait être quelque chose d'intéressant, mais du coup, on a besoin d'un peu plus d'études en laboratoire, en tout cas au niveau du powerlifting. Ensuite, ce serait intéressant de pouvoir hiérarchiser les facteurs de risque. Donc, en fait, quels sont les facteurs qui vont avoir le plus d'influence sur le risque de blessure. Ça, il nous faudra d'abord, dans un premier temps, pas mal de données, d'études interventionnelles et de données quantitatives qui vont potentiellement nous permettre d'établir une taille d'effet. Et en fonction du facteur de risque, si la taille d'effet est plus importante, ça pourra potentiellement nous permettre de hiérarchiser ces facteurs de risque. Et en fin de compte, aussi, ce qui pourrait être intéressant, c'est d'investiguer comment ces facteurs interagissent les uns avec les autres. Et ça, typiquement, en fait, ces effets d'interaction, ces modifications d'effets, comment est-ce qu'elles font? Est-ce qu'en fin de compte, ce que j'expliquais sur comment la technique peut avoir un effet sur la charge d'entraînement en le modulant, est-ce que déjà c'est quelque chose qu'on pourrait observer? Est-ce que c'est quelque chose qui est vrai? Est-ce que ça reste juste de la théorie? Ça pourrait être très intéressant de le vérifier. Et en fin de compte, je pense qu'avoir une approche qui soit un peu plus orientée vers l'aspect psychologique et potentiellement l'aspect social aussi, et vraiment s'intégrer en fait dans une démarche biopsychosociale, je pense que c'est quelque chose qui pourrait être vraiment très pertinent et pourrait grandement permettre de mieux comprendre les phénomènes de blessure. Et du coup, aussi, quel est l'impact psy, quel est l'impact, par exemple, de la préparation à la compétition, le stress, tout ce qui est vécu, en fait, sur ce risque de blessure. Donc, voilà. Alors, il faut savoir que je n'ai pas présenté non plus toutes les données. C'est un mémoire qui fait quand même pas loin de 70 pages. Il y a des points qui ont été laissés de côté volontairement pour ne pas rendre ce podcast non plus immensément long. Et voilà, je suis curieux de voir un petit peu ce que toi tu en penses. N'hésite pas à me donner tes retours, à discuter un petit peu de tout ça. Et sur les questions un petit peu sur le sujet, je serais ravi d'y répondre. J'espère en attendant que ça t'a plu, que tu as appris pas mal de choses et que ce n'est pas non plus trop lourd. Je t'invite à nouveau à aller lire le mémoire si tu veux avoir accès à toutes les références. Et voilà. En attendant, merci pour ton écoute. On se retrouve a priori dans 2 semaines pour les réponses à la FAQ que j'ai portée sur Instagram. Et en attendant, écoute, porte-toi bien. À très vite. Et en attendant, n'oublie pas, stay smart, get